Je voulais donner la parole également à ceux qui sont sur le terrain et vous allez voir que nos deux invités sont aussi sur le terrain. Je rappelle Benoît Biteau, député écologiste de Charente-Maritime et agriculteur, et Patrick Legras également, président de la coordination rurale des Hauts-de-France et producteur de lin, de pommes de terre, de betteraves et de céréales. Alors je vais vous donner la parole, messieurs. Merci d'être là. Je voudrais déjà que vous réagissiez au témoignage de Vanessa, qui est ouvrière agricole. Déjà, Benoît Biteau, sur votre territoire de la Charente-Maritime que je connais bien, on en est où? L'état des lieux à date? Alors on est en grande difficulté et la difficulté sur ce territoire liée à l'eau est souvent très exacerbée parce que on est sur un territoire qui est très éloigné de ce qu'on appelle les châteaux d'eau, c'est-à-dire les montagnes qui stockent l'eau via les enneigements et qui sont très très éloignées de notre territoire qui est plutôt proche de l'océan et donc plutôt proche de l'exutoire que de la source. Et donc on est dans une difficulté extrêmement importante. Vous êtes agriculteur. Oui, votre spécialité, monsieur le député Benoît? Alors moi je suis en polyculture, polyélevage, j'élève des vaches, des chèvres, des chevaux de trait, des bodés du Poitou et des poules pondeuses, et en grande culture, je produis des productions végétales qui sont toutes dédiées à l'alimentation humaine. Moi, j'élève des herbivores qui ne mangent que de l'herbe, et donc toutes mes surfaces qu'on appelle les terres arables, les terres cultivées, sont dédiées à l'alimentation humaine. D'accord. Je produis 18 espèces différentes, des légumineuses, des espèces panifiables, des espèces oléagineuses pour faire de l'huile. Enfin voilà, il y a beaucoup de diversité dans une logique agronomique de mélange d'espèces entre elles. C'est-à-dire que quand la moissonneuse batteuse vient dans le champ, il y a au moins 2 graines dans la trémie qu'on sépare ensuite. Enfin voilà, bon. D'accord. C'est un modèle agronomique abouti. Ok, et vous, Benoît Biteau, avant de laisser la parole également à notre deuxième invité, Patrick Legras, quelles conséquences la sécheresse a sur votre exploitation? Pour réagir au témoignage de Vanessa, en vérité, ce qu'on constate cette année, c'est 2 paramètres. Effectivement, un paramètre de sécheresse avec des difficultés liées à la pénurie d'eau, et un autre paramètre qu'on a tendance à occulter, qui est la canicule. C'est-à-dire que même des cultures même très très bien irriguées vont souffrir de ces températures très élevées parce que on connaît ce qu'on appelle le zéro de végétation en agronomie, c'est-à-dire le moment où tout s'arrête. On le connaît sur les températures négatives, on connaît tous les dégâts du gel qui brûle absolument tout, et ça on a l'habitude d'être confronté à ce phénomène-là. Mais donc c'est un autre phénomène, voilà, c'est la même chose. Ce qui se passe avec le dérèglement climatique, c'est qu'on a exactement le même phénomène à l'autre bout, c'est-à-dire avec des températures positives, avec soit des plantes qui brûlent sur pied, même irriguées, j'insiste, ou des plantes qui ne fécondent pas, c'est-à-dire que je vous ai parlé de lentilles, enfin je vous en ai pas parlé, mais je produis beaucoup de lentilles, et bien à 28 degrés, quand en pleine fleur il fait 28 degrés pendant une période plutôt longue, ce qu'on a vécu cette année, les fleurs ne fécondent pas, et donc même irriguées, on n'arrive pas à produire des lentilles. Alors, et donc on a 2 phénomènes qui sont conjoints et qui sont directement liés au dérèglement climatique. Je comprends bien, Benoît. Et l'écueil, je veux juste finir avec une phrase, l'écueil, c'est de penser qu'en irriguant, on va régler les problèmes, alors que on doit réinventer les pratiques agricoles, parce que même en irriguant, on aura des productions à cause de la canicule, à cause des températures qui ne fonctionnent pas. J'ai bien entendu, mais là vous parlez de la culture, Benoît. J'adore votre côté passionné et je trouve ça génial, et on sent que vous êtes de toute façon un homme de terrain, mais je suis désolée, mais en termes, entre autres, d'irrigation pour l'élevage, là, on a un vrai souci. C'est-à-dire qu'on est obligé non, je suis pas d'accord avec vous, madame. Alors attendez, on va donner la parole également. Je sais que vous êtes aussi, c'est pour ça que je vous embête un peu, un éleveur. Je voudrais donner la parole aussi, monsieur Benoît Biteau, à monsieur Patrick Legras, pour aussi avoir son avis. J'aimerais avoir votre avis, parce que je vais vous poser la question à tous les deux. Est-ce qu'on peut éviter les conséquences de la sécheresse? Patrick Legras, vous, état des lieux dans la Somme. Alors, je vais reprendre un peu ce qui a été dit auparavant. En fait, on n'a pas un manque d'eau, on a une mauvaise gestion de l'eau. Ça, c'est le premier point. Pourquoi on a une mauvaise gestion de l'eau? Parce que la France était un pays depuis des dizaines d'années où l'eau n'était pas un souci. À la différence de d'autres pays plus désertiques ou plus délicats comme l'Espagne, comme tous ces pays du sud de l'Europe ou de l'Afrique qui, eux, gèrent l'eau, réduisent la vitesse d'eau qui part à la mer, font tout ce qu'ils peuvent pour que cette eau descende dans les nappes et qu'il y ait le moins de pertes possible. Donc aujourd'hui, si on fait un peu une synthèse, depuis quelques dizaines d'années, on a augmenté la réglementation et on a aidé l'eau à aller plus vite à la mer
pour un respect de la biodiversité, parce qu'il fallait que le monde aquatique puisse remonter les cours d'eau pour aller à la source. Donc le problème, c'est que l'hiver, la quantité d'eau qui descend est perdue parce qu'elle part très vite à la mer. Alors, la démarche, par contre, je suis d'accord avec monsieur le député sur la démarche aujourd'hui. On a une année extrêmement catastrophique au niveau des températures, mais je suis désolé, hein, vous allez dans d'autres pays bien plus désertiques avec des pivots d'irrigation, ils arrivent à produire les cultures que l'on produise. Alors ça dérange, mais c'est la réalité. Mais moi, je voudrais venir... Juste avant que vous développiez, moi j'aimerais bien avoir votre état des lieux à vous dans votre exploitation. Vous êtes dans la Somme, j'ai annoncé que Dunkerque n'a pas eu d'eau depuis 45 jours. Vous êtes juste en dessous, vous, de la Somme. Comment ça se passe sur votre exploitation ? Si on prend les cultures en céréales, comme c'est une culture d'hiver qui a pris l'eau du printemps, on s'en sort moins mal, c'est-à-dire on a perdu 20% de rendement. Mais toutes les cultures de printemps, on va perdre entre 20, 30, 50, 80% des rendements. Je dis bien rendement parce que lorsque j'entends des politiques qui nous disent on va perdre quelques milliers d'euros par exploitation, non, c'est des dizaines de milliers d'euros qu'on va perdre par exploitation. Les gens, là, on confond revenus et chiffre d'affaires. Lorsqu'on perd 50% des rendements, on ne perd pas 50% du revenu. On perd 100% du revenu et on doit remettre la main à la pâte au niveau de notre argent privé. Là, moi, je vais vous dire une seule chose pour essayer d'élever le débat. Je vais vous prendre un seul exemple. Aujourd'hui, l'eau, elle vient de où? Elle vient bien de la campagne et de nos champs, les paysans, là. Elle vient de là. Et elle va à la ville, cette eau, pour nourrir, ce qui est logique, pour arroser, pour comment dire, désaltérer, pour être utilisée par l'industrie. Eh ben moi, je souhaiterais que l'on débatte, parce que c'est là où est la source du problème. Je souhaiterais que l'on débatte des 30 milliards de mètres cubes qui arrivent et que l'on utilise. 25 milliards sont perdus. Où va cette eau? Évidemment, je le sais, et on pourra en aller. Où va cette eau? Pourquoi n'est-elle pas réutilisée? Pourquoi est-elle perdue pour tout le monde? Parce qu'une fois qu'elle est rejetée, elle est perdue pour tout le monde, qu'elle part à la mer. Et c'est là que se situe le problème d'une France qui, dans l'opulence de l'eau, est arrivée en une dizaine d'années, à force de réglementation, d'organisation et d'écologie, qui n'est pas forcément un mal, mais une écologie non cadrée et non, on va dire, orientée avec le besoin de cette agriculture. Où va cette eau et pourquoi est-elle perdue? Patrick, parce que la question est posée. Je vous propose de revenir avec nous dans quelques instants. Vous savez qu'en radio, on a des pauses obligatoires. Ça s'appelle la pub. Patrick Legras, président de la coordination rurale des Hauts-de-France et producteur, entre autres, de céréales, de lin, de betteraves et de pommes de terre, pose la question: où va l'eau? Eh bien, on essaiera d'y répondre avec vous, Patrick Legras, avec vous, Benoît Biteau, et avec vous, je vous rappelle la question que je vous pose: sécheresse. Et est-ce que Benoît n'apporte pas là une réponse? Avec l'agriculture qui souffre, est-ce que nous pouvions éviter les conséquences de la sécheresse? On en parle avec vous sur Sud Radio dans quelques instants. Restez avec nous. On accueillera aussi Jean-Paul au 0826 300 300 qui lui aussi veut donner son avis. 7h-10h, le grand matin week-end. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Laurence Perrault. Et la question que je vous pose ce matin et dont nous sommes en débat actuellement: sécheresse, l'agriculture souffre, et pas qu'elle évidemment. Pouvions-nous l'éviter? On en parle évidemment avec vous. Vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook, YouTube et le compte X de Sud Radio. Vous dites oui sur la page YouTube, oui nous pouvions l'éviter, en tout cas de faire souffrir l'agriculture et le reste suite à cette sécheresse. N'hésitez pas. Vous avez par exemple Francis qui nous dit: laissez nos agriculteurs stocker de l'eau. Actuellement en France, les champs pour nourrir la population sont brûlés. Vous êtes nombreux à réagir. Alors, en quelques mots, parce que je voudrais vraiment laisser aussi la parole à Benoît Biteau, et nous avons Jean-Paul qui a appelé 0826 300 300. Patrick Legras, vous avez jeté un pavé dans la mare juste avant. Je vous donne mes 20 secondes pour rappeler ce que vous nous dites. L'eau des champs part à la ville et n'est pas utilisée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Grosso modo, la France, on utilise 28 milliards de mètres cubes. Et si on additionne tout ce qui est rejeté par l'industrie, par les centrales nucléaires et par les stations d'épuration, on en rejette 25 milliards. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et quand vous dites l'eau des champs part à la ville? Tout ce qui est eau pour pomper, on va prendre par exemple la région parisienne. La grosse source de l'eau de la région parisienne, c'est la Seine-et-Marne, et c'est justement la région des Hauts-de-France, entre autres l'Aisne, parce que les pompages sont faits bien plus loin que les villes, parce que
par nature, les villes sont des grosses zones de pollution. Donc on va pas pomper l'eau où l'eau n'est pas forcément très bonne. Merci d'avoir été bien clair, j'ai mieux compris. Benoît Biteau, une réaction à ce que vient de nous annoncer Patrick Legras. Est-ce que ça pourrait être l'une des solutions pour éviter les conséquences de sécheresse, évidemment à venir, puisque celle de cette année, on est tous en train d'essayer de faire au mieux? Alors, au risque de vous surprendre, je partage complètement le début du développement de Monsieur Legras. Effectivement, on a beaucoup d'eau parce on n'est pas sur un pays où on a un déficit de pluviométrie. Ce régime pluviométrique a été sévèrement modifié par le dérèglement climatique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'eau qui arrive sur des courtes périodes, et donc on a cette eau qui est abondante et oui, comme cet hiver avec les inondations, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc on a une année 2026 qui est particulièrement éclairante par rapport à tout ça, où on a un excès d'eau au début de l'année conséquent, historique, et derrière une sécheresse et une canicule également conséquente et historique. Et là, ça met en lumière effectivement le fait qu'on aurait pu éviter tout ça si on avait travaillé et réfléchi à l'aménagement du territoire. Et c'est là où peut-être mon propos va diverger un peu de celui de Monsieur Legras, c'est qu'à ce moment-là, on fait le constat que l'eau qui part à la mer est en quantité importante, mais se poser la question de pourquoi est-ce qu'elle part à la mer. Avec une petite incise quand même, l'eau qui part à la mer n'est pas une eau perdue. Moi, je suis élu sur une circonscription où j'ai des pêcheurs, où j'ai des conchiliculteurs. Je peux vous dire que l'eau qui arrive à la mer, elle est déterminante. Oui, pour faire des huîtres de Marennes-Oléron, par exemple. Elle est déterminante pour ces productions-là. Donc, attention avec ces raccourcis un peu simplistes. Bien sûr. Parce qu'il y a des acteurs qui ont besoin de l'eau qui arrive à la mer. Mais par contre, dans les comment on pourrait faire? Concrètement, c'est un problème d'aménagement du territoire. Et moi, ce qui me gêne, c'est que les agriculteurs qui veulent aujourd'hui des méga-bassines, et il y a un éléphant dans la pièce, un angle mort que personne n'évoque, c'est l'argent public qu'on met sur la table. C'est-à-dire que pour faire ces méga-bassines, on met beaucoup d'argent public qui ne va servir qu'à 6% des agriculteurs, parce que seulement 6% des agriculteurs sont en capacité d'irriguer. Et cet argent public, si je prends l'exemple de l'Aix-Poitou-Charentes, les 4 départements, Deux-Sèvres, Charente-Maritime et Vienne, on est prêt à mettre 400 millions d'euros pour faire des méga-bassines qui ne vont servir qu'à 6% des agriculteurs. Et bien, ces 400 millions d'euros, il faudrait qu'on les oriente vers le réaménagement du territoire, c'est-à-dire créer les conditions pour que quand l'eau est abondante, comme ça a été le cas cet hiver, on sache l'accueillir. J'adore ce verbe quand on parle d'eau. Accueillir l'eau, la retenir, la ralentir, la laisser s'infiltrer et la laisser, mais sur des zones humides. C'est là où il y a des zones stratégiques et qu'on a complètement balayées du territoire, qui sont des zones humides, qui permettent de recevoir cette eau, de restaurer le grand cycle de l'eau, de retrouver de la fonctionnalité hydraulique. Et de nourrir, pour répondre à votre question, parce que vous m'avez posé une question sur l'élevage, et qui permettrait, quand l'eau s'évacue gentiment, de nourrir des herbivores avec de l'herbe plutôt qu'avec du maïs qu'on irrigue. Et là, on rallume véritablement un cercle vertueux. Benoît, sauf que les 6%, les 6% d'agriculteurs qui veulent des méga-bassines sont ceux qui ont arraché les haies, ceux qui ont arraché les arbres, ceux qui ont redressé les cours d'eau, Benoît Biteau, stop. Excusez-moi, Benoît Biteau, mais s'il vous plaît, je ne vous entends plus. Je le fais exprès parce que vous ne... Oui, ben excusez-moi, on est à 3, vous parlez tout seul. Benoît Biteau, excusez-moi. Je voudrais quand même aussi avoir la réaction de votre débatteur, sinon c'est plus un débat, c'est un monologue. Et puis j'ai aussi Jean-Paul, et j'ai des choses à tenir. Donc non, je suis désolée, vous ne pouvez pas prendre la parole comme ça, en otage, et la garder. Je voudrais avoir la réponse de Patrick Legras. On vous a entendu, monsieur le député de Charente-Maritime, monsieur le député écologiste. Je suis d'accord avec vous, mais laissez la parole aussi aux autres. Monsieur Patrick Legras, rapidement, parce que je voudrais donner la parole aussi à Jean-Paul qui nous a appelés. Alors, en 30 secondes, j'étais satisfait que M. Biteau soit d'accord sur les propos qui sont des chiffres qui existent. Le reste, c'est de l'idéologie, je suis désolé. Le grand cycle de l'eau, il va à la mer, elle va toujours à la mer. Il faut savoir que sur les 500 milliards de mètres cubes, 470 milliards ne sont pas utilisés par les agriculteurs, entre autres. Et dernier point, on n'utilise que 10% de l'utilité, c'est-à-dire des 30 milliards, même pas 10%, et pendant 3 mois. Donc, il faut aujourd'hui, au lieu de se battre, il faut que l'on trouve des solutions à la fois agricoles, à la fois écologiques et à la fois pour le consommateur. Je vais vous prendre un seul exemple qui va résumer ça. Vous prenez le dossier de la ville de Niort.
Niort, c'est 30 à 40 millions de mètres cubes qui sont rejetés. Et ben, l'État a décidé que les rejets étant trop toxiques en milieu aquatique, il fallait les diluer pour qu'elles repartent à la mer. Donc, vous comprenez que les dossiers sont là. Alors, on accable le paysan, on accable l'agriculteur, alors qu'il est là pour nourrir le peuple. Et en fait, les solutions, ils sont, je dis bien maquillés, j'emploie le terme, maquillés par des gens qui font pas face à leurs responsabilités. On va accueillir Jean-Paul. Restez avec nous. Benoît Buteau, député écologiste de Charente-Maritime, agriculteur et passionné. Et Patrick Legras, président de la coordination rurale des Hauts-de-France et producteur, entre autres, de céréales, de betteraves, de lin et, je l'ai bien entendu, de pommes de terre. Jean-Paul, j'ai quelques secondes à vous accorder. Merci d'être avec nous au 0826 300 300. Oui, bonjour Laurence, et donc bonjour à vos intervenants, donc Monsieur Legras, dont j'apprécie les propos. Est-ce qu'on peut prévoir oui et non? Non, parce qu'il y a des phénomènes climatiques qui existent et qui ont toujours existé. On parle de dérèglement, mais il faut arrêter de raconter ce genre de plaisanterie pour faire peur aux gens. Donc oui, est-ce qu'on peut prévoir? En 1976, on a eu une très grande sécheresse qui nous a valu un impôt exceptionnel, l'impôt sécheresse, qui était remboursé 5 ans après, c'est clair. Mais donc on pensait qu'à l'époque, on aurait mis en place une gestion de l'eau, c'est-à-dire faire des retenues, des petites retenues, des grandes retenues, un peu partout, et non pas envoyer toute la flotte à la mer. Donc, comme les écologistes, effectivement, le réclament. Et donc, on a vu les écologistes faire détruire toutes les petites retenues qu'il y avait autour de Valence, dans tous les cours d'eau. Donc, ça a provoqué une inondation catastrophique d'il y a quelques années à Valence. Mais ça on l'a oublié. Donc, il ne faut pas confondre effectivement écologie et escrologie. On a affaire à de l'escrologie à l'heure actuelle, et donc des gens qui ne veulent pas du tout mettre en place des solutions. Tout cas, les solutions sont multiples, ça c'est clair. Mais par contre, il faut retenir de l'eau. Si je peux me permettre, Jean-Paul, je ne serais pas d'accord avec le mot que vous venez d'utiliser. On peut avoir des idées, je ne sais pas spécialement les miennes, puis j'ai pas à en parler, mais l'escrologie, je trouve quand même que le mot est trop fort, et c'est vous qui le dites, ce sera pas moi. Voilà, et je pense qu'on a besoin de tout le monde pour travailler, qu'on soit écologiste, qu'on ne le soit pas, et que face à ce qui se passe en termes de changement climatique et de conséquences, travaillons main dans la main tous ensemble, et peut-être arrêtons de se diviser et de se battre pour je ne sais quelle raison. Moi, je suis plutôt pour travailler tous ensemble. En tout cas, Jean-Paul, vous avez eu la parole également sur Sud Radio. Je vais devoir arrêter le débat parce que on pourrait passer des heures sur ce sujet qui est d'importance. Et bravo à vous deux d'avoir donné aussi votre avis, avec passion évidemment, pour notre ami député de la Charente-Maritime, d'une des circonscriptions, Benoît Buteau, et également éleveur et agriculteur, et Patrick Legras dans la Somme également. Merci d'avoir été avec nous tous les deux. Patrick Legras, président de la coordination rurale des Hauts-de-France, producteur dans la Somme, et député écologiste Benoît Buteau de Charente-Maritime et agriculteur également. Merci à vous deux de votre franchise et en tout cas de votre vérité partagée sur l'antenne de Sud Radio. Allez, à suivre, eh bien, on va parler de rencontres avec la Nuit des Étoiles. On va prendre un peu de hauteur, et puis juste après on parlera des vins de l'Occitanie avec Gérard Bertrand. Sud Radio. Parlons vrai. Cet été,